Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Dialogue sur la recherche avec Martin Geoffroy. C'est moi-même, je suis le directeur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation, qui est situé au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Et dans le cadre de ces capsules Dialogue sur la recherche, jusqu'à maintenant, j'ai interviewé surtout des chercheurs comme moi, qui sont spécialisés sur la radicalisation, les théories du complot, tout ça. On a eu l'occasion jusqu'à maintenant, par exemple, de parler avec Gérald Bronner, avec d'autres chercheurs, aussi beaucoup d'autres chercheurs qui sont spécialisés sur le sujet. André Gagné aussi, déjà sur Trump et les évangélistes. Mais aujourd'hui, en fait, je voulais parler d'un autre type de recherche, c'est-à-dire la recherche journalistique. Ceux qui ne le savent pas, dans une autre vie, j'ai fait un baccalauréat en communication à l'UQAM et j'ai fait très brièvement le métier de journaliste. Et je voulais inviter aujourd'hui un journaliste que je suis quand même depuis un certain temps. Les conspirationnistes vont sûrement se délecter de ce que je vais dire, là. C'est quelqu'un depuis le début de la pandémie avec qui j'ai fait beaucoup d'entrevues. Puis on peut se tutoyer hein, parce qu'on se parle souvent au téléphone. Et on échange chacun sur ce qu'on voit sur le terrain par rapport aux propos conspirationnistes. Bon, et je vais arrêter de parler de lui à la troisième personne, Tristan Péloquin, qui est avec moi aujourd'hui, journaliste à la presse, journaliste d'enquête, enquête de longue haleine. Et ben, il vient de publier ce livre qui s'appelle Faire ses recherches, cartographie de la pensée conspi. Moi, j'ai pris, en fait, je lisais les articles comme tout le monde, hein, ces articles dans la presse auparavant, mais on s'est connus un peu plus à fond dans les 2 dernières années à travers ce phénomène qui a pris de l'ampleur au Québec et partout dans le monde, qui est le conspirationnisme. Et puis aujourd'hui, ben, c'est ça, je voulais en lisant ton livre, bienvenue Tristan, Salut d'abord, Martin. Merci. en lisant ton livre, évidemment, mon ancien métier de journaliste, j'ai été brièvement animateur de radio aussi dans une autre vie. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire des comparaisons entre la recherche journalistique qu'on fait dans le cadre d'un journaliste d'enquête comme tu le fais, puis la recherche que moi je fais maintenant. C'est bien évident qu'il y a des codes qui sont différents, tout ça. Puis on va parler de ça aujourd'hui beaucoup, puis on va parler évidemment des conspirationnistes, puis on va parler surtout de ce livre-là, qui est un livre très intéressant. Je ne sais pas si je l'aurais appelé, par exemple, cartographie de la pensée conspi. On aurait pu aussi l'appeler itinéraire d'un journaliste en collision avec En collision, certainement. avec une galerie de personnages Ouais. tous plus truculents les uns que les autres. Je ne sais pas, tu sais, bien sûr, quand on réfléchit à un titre, il y a toutes sortes d'idées qui sont lancées sur la table, mais on trouvait avec la maison d'édition Québec-Amérique que ça collait bien d'une cartographie. Non pas parce que c'est très précis et ça nous montre exactement, mais je pense que à travers les quelques personnages dont je dresse le portrait, on a les points de repère importants de ces groupes-là. Tu sais, les leaders d'influence de ce moment-là, parce que, comme tu sais, c'est une roue qui tourne, il y a toujours de nouveaux visages qui apparaissent. Mais ceux de la première heure, qui ont vraiment occupé le terrain dans les premières semaines de la pandémie, vraiment, je trouvais que ça permettait d'avoir une idée du phénomène. Puis, je trouve que ça nous a été confirmé aussi quand on a vu les convois de camionneurs s'organiser à Ottawa. Pour moi, quand je regardais le discours de ces gens-là et quand je regardais leur façon de faire, de leaders qui sont très canadiens, là, je voyais les mêmes patterns, je voyais les mêmes genres de personnages et le même discours. C'est les mêmes, c'est ça, c'est les mêmes groupes ou les mêmes mouvances qu'on voit au Québec et qu'on a vu au Canada anglais. Donc, je trouvais que le mot cartographie était intéressant. Bien sûr, c'est un titre, ça doit être punché, tout comme la Ah, couverture d'ailleurs. oui. Ah, bon, ben, tu m'amènes à la couverture. Alors, le titre et la couverture doivent être punchés. La couverture, on a un monsieur qui a un chapeau en papier d'aluminium sur la tête. Euh, donc, c'est pour ça, parce que bon, en fait, c'est le cliché du conspirationniste, là. On Bien s'entend. sûr. Bien Ils sûr, n'ont pas tous le des fameux chapeaux. tinfoil hat qui sert à la fois à se protéger des ondes électromagnétiques, mais aussi à empêcher les méchantes machines du gouvernement de lire dans nos pensées. Tu sais, je veux dire,
bon, OK, c'est vrai que c'est caricatural, mais quand même, on a vu dans les discours de QAnon, par exemple, dans les Q-Drops, à un moment donné, Q, qui est un personnage central du conspirationnisme, dire que les Américains avaient une capacité de skull reading. Là. On a des machines avec la 5G qu'on pouvait lire dans la pensée des gens. Je veux dire, à quelque part, on n'est pas trop loin de la vérité là, avec une image comme celle-là non plus. Là. Il y a des gens qui adhèrent à ce genre de pensée-là, puis Il y en qui se a, mais protègent avec toutes sortes de choses ridicules. Là. il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Non, bien sûr. Mais c'est là qu'on voit une différence quand même entre la recherche académique puis la recherche journalistique. C'est que ça a des bons et des mauvais côtés dans les deux cas. Là. Je ne fais pas de jugement sur qui est le meilleur. Ce n'est pas une compétition. Mais je veux dire, il y a un impératif quand même, il faut le dire, de vendre, d'être punché. Le fameux punch, là, bon, tu te souviens, j'en avais parlé au congrès de la FPGQ. Le désir que ça soit crunchy, que ça soit punché, il y a un impératif, il ne faut pas se leurrer, là, il y a un impératif de vente. Là, Hey, moi, Martin, je raconte des histoires. C'est un peu ça, le terme qu'on utilise dans le journalisme. C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton lead? C'est quoi? Je veux dire, je dois rapporter des faits qui sont vérifiés, vérifiables. Je veux dire, le moindre accroc ou la moindre information qui est trompeuse que je mettrais dans mon article ou qui est fausse, je m'expose à des poursuites. C'est très réel. J'ai des menaces de poursuites qui, heureusement, ont mené nulle part parce que finalement, les faits que je rapporte sont indubitables. Maintenant, après, comment je bâtis mon histoire? Ben moi, je dois accrocher les gens. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas le même code que la recherche scientifique où vous devez comme apporter le sujet, l'expliquer, expliquer son importance, apporter constructif. J'en lis aussi des textes scientifiques. On n'est pas du tout, on est dans une pyramide inversée par rapport à vous. On se bat pour un auditoire qui a beaucoup d'autres choses à faire que de nous lire et qui est toujours à quelque part à une game de Candy Crush de nous cacher, là, de changer d'application. Donc... Non, je comprends très bien. Puis de toute façon, bon, on pourrait faire le reproche aux scientifiques d'être plates puis de faire exprès d'aller dans l'autre sens, d'être aride juste pour être aride. Moi, de mon côté, je fais ce reproche-là à certains textes scientifiques ou à certains de mes collègues. Des fois, je leur dis « t'es pas assez bon vulgarisateur » ou des choses comme ça. Mais il reste que c'est quand on va parler, puis tu sais, c'est une critique que j'ai donnée, que j'ai dit de certains journalistes, pas de toi, mais de d'autres journalistes, peut-être des journalistes qui ont fait des préfaces, qui sait. C'est des critiques que j'ai fait. Lire ici le nom. Agacé, oui, c'est ça, oui. Mais en fait, je suis très content, je suis vraiment content qu'il ait signé ma préface. Peut-être que ça ne fait pas ton affaire à toi, mais pour moi, c'est pas que ça ne fait pas mon affaire. Je ne suis pas dans la cancel culture, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, pendant la pandémie, là, bon, j'ai critiqué des journalistes, que ce soit pas seulement Patrick Lagacé, Richard Martineau, j'en pense la même chose. Je pourrais t'en nommer plusieurs qui, pour moi, ont encouragé la polarisation. C'est-à-dire en utilisant des colibets, en disant que les conspirationnistes retardent le groupe, que c'est des édentés. Bon. Puis ce que j'ai trouvé plate avec le fameux article de Patrick Lagacé qui s'appelait « Les édentés », c'est que le contenu était très bon. Le contenu était très bon, il était bien recherché, mais ça venait comme tout casser le bon travail journalistique parce que contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, je trouve qu'il fait en général des très bonnes choses. Moi, Patrick Lagacé, je n'ai rien contre son travail, mais je trouve que beaucoup de journalistes ont peut-être même au début, puis ton livre le laisse entendre un petit peu au début. Au début, ne connaissaient pas trop ça, le conspirationnisme, était un peu tout le monde dans le même panier. Puis j'ai eu des conversations avec des journalistes scientifiques qui me parlaient versus les journalistes généralistes, puis ils disaient, mais c'est ça, les journalistes généralistes ne connaissent pas tout à fond. Les nuances. Il a fallu qu'au départ, s'initier un phénomène qui... La première réaction face au phénomène du conspirationnisme, c'est de dire que c'était de la maladie mentale, par exemple. Vous voyez? Puis c'est la raison pour laquelle, moi, je dis souvent qui voulait m'entendre que tu étais mon journaliste préféré. Ce n'était pas pour te flatter, là, mais c'était parce que toi, contrairement à d'autres journalistes généralistes, tu étais avec eux autres tout le temps, puis à un moment donné, tu avais une connaissance fine qui faisait que quand on lisait tes textes, on voyait que c'était un petit peu plus avancé que quelqu'un qui a été assigné une journée à une manif.
C'est ça. Il y a deux choses derrière ce que tu dis. Bon, tu compares mon travail à celui de Patrick Lagacé, Richard Martineau, qui sont des chroniqueurs d'opinion. Ce que moi, je ne suis pas. Je suis un journaliste d'enquête. Donc, moi, ma job, c'est de rapporter les faits, et je n'ai pas à donner mon opinion. Je n'ai pas. Puis moi, j'ai même un devoir assez important de donner le crachoir à ces gens-là. Quand j'écris sur chacun des textes que j'écris, je dois leur permettre de réagir aux allégations ou aux affirmations que je mets. Bien sûr, quand eux-mêmes font des déclarations sur les réseaux sociaux, je n'ai pas besoin de leur demander si c'est vrai qu'ils l'ont fait, je l'ai d'en face. Mais quand j'écris des choses qui sont généralement critiques, ou moi, je me suis donné comme ligne de conduite d'écrire sur ces gens-là à peu près uniquement, sauf exception, mais quand ils ont des affrontements, des rencontres ou des écueils avec les institutions démocratiques. C'est vraiment ça ma ligne de conduite. Mais non, je ne me permettrais pas de leur donner des colibets. Ce n'est pas mon job. Moi, je dois maintenir des canaux de conversation possibles avec ces gens-là, même s'ils me traitent de tous les noms, même si, comme Maxime Ouimet, le policier du peuple, a décidé de me doxer, de publier mon numéro de téléphone. Il vient de plaider coupable à ça, d'ailleurs, aujourd'hui. Il va en payer les conséquences, mais moi, je dois lui ouvrir la porte. Il a plaidé coupable aujourd'hui? Oui, ben, c'était son procès, c'est-à-dire que dans tout ça, moi, quand j'ai écrit sur lui beaucoup et sur les problèmes qu'il y a eu avec ses entreprises à l'égard d'une consoeur, et je pense qu'il s'est un peu fâché contre moi, puis il a décidé de publier mon numéro de téléphone sur Internet, ce qui est quand même c'est une forme de doxing. C'est pas acceptable. C'est du doxing. Mais le deal, le deal est-tu secret là, pour qu'il... Non, ça a été c'est-à-dire que ça a été négocié. Maxime Ouimet, avec son avocate, ont négocié avec la Couronne. Et la Couronne a accepté de faire tomber le chef qui me concernait, c'est-à-dire que moi et Yves Poirier, le journaliste de TV, avons tous les deux porté plainte. Les policiers ont mené leur enquête et la directeur des poursuites criminelles et pénales a déposé des accusations. Donc, il y avait deux chefs, un pour avoir publié le numéro de Yves, un pour avoir publié le mien. Et donc, il a plaidé coupable à celui d'avoir publié le numéro de Yves et le chef qui me concernait est tombé. Entre autres parce que dans mon cas, j'ai eu le fait qu'il m'ait doxé a eu des impacts. Là. J'ai même eu un message de quelqu'un qui disait que ce ne serait pas facile d'être dans mes culottes avec des dessins de bombes, puis tu dois avoir de la misère quand tu tournes ta clé de char. C'est désagréable à recevoir. Mais je sais, j'en reçois souvent. Ben, c'est ça, tu comprends? Mais donc, on a accepté de laisser tomber le chef dans la mesure où il plaidait coupable, puis c'est une... il y a une absolution conditionnelle, mais il n'a plus le droit de mentionner mon nom et celui de Yves pendant, je pense, 1 an sur les réseaux sociaux. Il doit donner 3 000 à une organisation qui a été choisie par Yves. Là. Donc, mais on s'entend qu'il s'en tire quand même à bon compte. Je ne vais pas commenter, Martin. C'est la décision de la justice. J'ai trop de respect pour cette institution-là pour commenter le choix. Moi, ce qui est important, c'est qu'il fasse face aux conséquences de ses gestes. Est-ce que c'est assez, c'est pas assez? C'est pas à moi de le juger. Moi, je pense que justice a été rendue. Ben, parlons-en de ces personnages-là. On peut quand même parler de Maxime Ouimet, en fait, par rapport à ce qui est décrit dans le livre. Ce policier du peuple, tu as toute une galerie. Le livre commence avec justement la galerie de personnages dont on parlait tout à l'heure. Mario Roy, Stéphane Blais, Maxime Ouimet. Ils ont tous quelque chose en commun, puis le livre nous fait bien rendre compte de ça, dans le fond, c'est que c'est des gens qui ont tous maille à partir avec la société. Dans le fond, tu parlais de Maxime Ouimet tantôt, tu décris longuement dans le livre les problèmes qu'il y a avec une concurrente là, qui essaye carrément de faire disparaître, là, puis toutes sortes de tractations avec son entreprise. Évidemment, Maxime Ouimet, qui était policier au départ, puis qui s'est fait mettre à la porte d'une certaine manière. Il a voulu lui-même partir dans un geste théâtral, là, en jetant sa bâche sur le bureau de son lieutenant. Puis quand on parle de Mario Roy, c'est quelqu'un qui a maille à partir avec le barreau, qui se prend pour un avocat, qui ne l'est pas vraiment. Stéphane Blais, qui est un CPA, un comptable agréé au départ, qui a été radié de son ordre. C'est pas fait encore, hein? C'est pas fait encore. Non, les éditions sur sanction vont être la fin mars.
OK, ça n'a pas été Mais fait je veux dire, il a été encore. reconnu coupable. Ça serait étonnant que ce soit une autre issue que ça, mais je veux dire, on va Est-ce que laisser le Dan processus. Pilon a été radié? Oui, radié à vie Dan Pilon a été radié à vie dans une décision qui a fait jurisprudence et qui est citée dans, dans dans la la décision de décision de Blais. Stéphane Blais. Oui. Ouais. On a eu aussi, tu n'en parles pas dans le livre, Gloriane Blais, là, qui a Ouais, été. cette semaine, oui. Puis dans les descriptions que tu fais dans ton livre, d'ailleurs, c'est très bien écrit, là, il y a des images il y a des images qui m'ont frappé. J'ai une espèce d'image de paquebot qui va s'écraser contre un iceberg. C'était mieux dit que ça, là, mais je veux dire, d'ailleurs, là, tu vois, c'est quelque chose que j'ai reconnu qui est différent dans l'écriture journalistique, qui fait que c'est très bien écrit. Ces deux images, à un moment donné, de Stéphane Blais ou de Mario Roy qui vont foncer dans un mur, là, mais tu le décris de manière très métaphorique. Alors, c'était une lecture qui était amusante quand même à ce moment-là. Moi, je vais te dire, c'est ça, j'ai lu ça comme un roman. Écoute, d'habitude, je ne lis pas aussi vite que ça, là, surtout pas les textes scientifiques. J'ai lu ça en 24 heures, je l'ai dévoré. Là. J'ai eu l'impression de revivre les 2 dernières années de ma vie, tu sais pourquoi. Mais donc, toutes ces personnes-là, c'est ça, c'est que il y avait quand même, dans le cas de Maxime Ouimet et Stéphane Blais, peut-être moins Mario Roy, là, des individus qui avaient des carrières, là, je veux dire, qui étaient des professionnels, puis demain, ça donne que demain, je m'en vais faire une conférence pour expliquer ça, mais c'est toi qui vas me l'expliquer là, au Conseil interprofessionnel du Québec, justement. Puis la question qui se pose, puis je te la pose parce que tu y réponds dans ton livre, c'est comment des individus comme ça qui ont une carrière, quelque chose, peuvent tout abandonner pour des idées conspirationnistes finalement, parce que tu as assisté à leur procès, puis on dirait qu'ils veulent... Ils voient venir ce qui va leur arriver, la radiation, puis ils courent directement dans le mur. C'est un peu ça que tu décris dans le livre. C'est un peu dur, tu sais, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le fait qu'il y avait des idées conspirationnistes qui a fait en sorte qu'ils se sont retrouvés dans des situations délicates ou conflictuelles avec leur ordre professionnel? Tu sais? Est-ce que la roue était déjà engagée? Probablement. Tu sais, moi, ce que j'ai entendu dire, tu sais, moi, je me sers évidemment de sources policières pour travailler, entre autres. Mais quand je parlais à des gens qui connaissaient bien Maxime Ouimet, me disaient, tu sais, c'est pas d'hier qui est en opposition avec le commandement. Puis je pense que cette tendance-là, ou sa perception, ou sa lecture de la société était déjà fortement teintée avant de devenir officiellement un leader complotiste. Tu sais, Stéphane Blais, on l'a vu beaucoup, c'est un gars qui est dans cet univers-là depuis longtemps. Bon, tu sais, il s'est même présenté en politique, il dirige un parti encore. Tu sais, il est dans cet univers-là, puis je pense qu'à mesure qu'on fouille, on voit qu'il est teinté depuis longtemps de ça, puis inévitablement, ils finissent par avoir des affrontements, mais ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est que je pense que ça les a radicalisés beaucoup. Là, leur perception probable qu'il y a une entité malveillante qui cherche à contrôler la planète, contrôler est devenue tellement forte que ces gens-là, je pense, il n'y avait plus de frein sur leur bicycle. Tu sais, je veux dire, ils étaient sur une pente descendante, prenaient de la vitesse, puis ils se sont mis à faire des déclarations souvent intempestives qui les ont mises dans le trouble. Donc, pour répondre à ta question, je dis qu'est-ce qui a provoqué? Mais ils étaient déjà, tu sais, l'image que était déjà, c'est ça qu'on comprend. L'image que j'utilise dans le livre, puis je n'étais pas sûr de mon image, puis finalement, je trouve qu'elle marche parce que le monde y la comprenne. Mais je dis c'est des supernovas, tu sais. Oui. Au début, on parle de 100 quelques années avant Jésus-Christ, quand les astronomes chinois ont vu pour les premières fois, ou en tout cas les premières fois où ça a été documenté, les supernovas. Les astronomes, c'est capable de prédire les mouvements célestes, là, vraiment, là, au quart de poil. Puis à un moment donné, est apparue une étoile dans le ciel, puis elle était brillante, brillante, brillante. Qu'est-ce que c'est ça? Et ils ont appelé ça une étoile invitée. Elle s'est invitée dans le ciel. Puis ça a pris du temps avant qu'on comprenne le phénomène des supernovas, mais je parle mais je m'exclus. Je n'ai aucune connaissance là-dedans. C'est une métaphore, là. C'est une métaphore. Mais reste que ce qu'on sait maintenant, c'est que lorsqu'on aperçoit une supernova de la Terre, la lumière est extrêmement brillante, mais en réalité, c'est une étoile qui est morte à ce moment-là. Elle est déjà passée à un autre stade de vie. Tu sais. Puis je trouvais que les complotistes, c'était un peu ça. Moi, quand ils apparaissent dans mon radar de journaliste, généralement, ils ont commencé peut-être qu'ils ont commencé à
accroître leur popularité pendant des semaines, mais moi, qui apparaissent dans mon radar, ils sont déjà extrêmement populaires. Tu regardes, c'est qui, lui? Il fait 25 000 de visionnements sur YouTube, sur Facebook. Et puis c'est là, à chaque fois, c'est à peu près systématique. Quand je commence à fouiller comme journaliste, c'est qui commence à t'intéresser, là, hop, tu vois poindre des petits problèmes où effectivement, dans bien des cas, ils ont affronté des institutions démocratiques ou des institutions quelconques, là, C'est ça, mais ils se sont frappés à la réalité des autres là, ou de la société. C'est ça, mais le conspirationnisme, par définition, est anti-institutionnel. Ben, c'est ça. Nécessairement, les individus, je trouve que ta galerie d'individus nous le montre bien, là, c'est des individus qui vont graviter vers les théories conspirationnistes pour justifier leurs échecs, finalement. En tout cas, ça, c'est une hypothèse très personnelle. Oui. Je pense que ça fit. Tu sais, moi, tes travaux, je m'en suis inspiré dans le sens où moi, je ne suis pas gêné de le dire. Tu mets le mot sur des choses que moi aussi je constate. Je pense qu'on peut-être qu'on se nourrit mutuellement. Enfin, oui. Tu mets le mot ou des concepts sur des choses que je constate à travers des faits ou des événements ou des. Mais effectivement, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui était. Moi, comme journaliste, c'est ça qui m'intéresse. Je veux dire, je vais te donner un exemple. J'ai du monde qui m'a écrit ou qui m'a appelé le 24 décembre au soir en me disant chez telle personne, il y a un party de Noël, ils sont en train de. Ils s'en foutent, ils se foutent des règles. Là. Il n'y en a rien à foutre. Là. Je veux dire, moi, qu'un tel porte son masque ou pas, là, ça ne m'intéresse pas. Ou j'ai reçu des appels tel restaurant, telle place, tel hôtel, ils se foutent des règles sanitaires. Moi, je ne suis pas là pour dénoncer. Mais quand c'est des institutions, que ça touche des institutions, c'est là mon devoir journalistique de dire regardez, il se passe telle affaire et il y a un danger d'effritement de la démocratie à travers ces choses-là. Exactement. Non, tu as raison. Mais moi, je voudrais revenir à Roy et Blais puis leur procès. Là. Ce que j'ai trouvé intéressant, puis tu me corrigeras dans ton livre, c'est que Roy et Blais, dans leurs différents procès, Maxime Ouimet aussi, voient les tribunaux, puis même à Maléga, là, François Maléga aussi, ils voient les tribunaux comme une plateforme pour exposer leur vision du monde. Mm-hmm. Et que finalement, les conspirationnistes, puis je trouve que tu le décris bien parce que tu as assisté à plusieurs de ces procès-là, justement. Par exemple, à Maléga, qui sait que s'il continue à parler, il va être condamné, puis il peut. Mais c'est ça, c'est que dans le. En fait, c'est les citoyens souverains, là. Les citoyens souverains voient, dans le fond, puis c'est bien décrit dans le livre, quand ils vont devant un tribunal, ils voient l'opportunité de s'adresser au pouvoir. Alors, tu ne peux pas parler directement à Legault. Tu sais, par exemple, François Maléga, il a bien essayé là, au point où il s'est retrouvé en prison, mais ils voient une opportunité, quand ils sont devant un juge, de s'adresser à la société, au pouvoir. Et pour eux, c'est une opportunité de faire valoir leur point de vue, quoi. C'est tout à fait vrai. Et non seulement ça, mais en plus, ils veulent faire témoigner le pouvoir. C'est ça leur truc. Là. Puis je l'ai vu aussi. Je me suis penché sur eux, mais j'ai aussi passé énormément de temps à suivre des petites causes là, de gens qui ont eu des tickets de COVID, des contraventions pour non-respect des mesures sanitaires. Et dans bien des cas, les gens disent moi, je veux faire témoigner Horacio Arruda. Là, François Maléga, c'était ça son truc. Donc, ils veulent créer une plateforme, effectivement, pour montrer leur combat. C'est ça. Et effectivement, les juges leur disent, puis moi, c'est fou, c'est une discussion que. J'en parlais avec Mario Roy en marge de son tribunal, dans les couloirs du Palais de justice, avant que ça commence à être tendu entre lui et moi. Mais je disais, mais vous ne vous rendez pas compte, là, ce que vous dites, là, le juge va pas. Vous êtes accusé de quelque chose de très, très, très précis. Vous essayez de refaire le procès au complet de votre vie, finalement. C'est pas comme ça que fonctionne la justice. Puis je ne sais pas si c'est de l'incompréhension de leur part, mais à quelque part, c'est clair. Là, les juges leur disent écoutez, répondez aux accusations auxquelles vous faites face. Je ne suis pas là pour faire le procès de la société tout au complet. Ils se le font dire, se le font répéter, mais ça ne les intéresse pas, finalement. C'est ça, mais il y a un juge en parlant des citoyens souverains en Alberta qui a déjà dit que c'est des terroristes de papier. Oui. Parce qu'ils inondent la cour de papier, puis de poursuites frivoles, justement. C'est quand même extraordinaire. Bon, dans le livre, là, c'est ça. Ça, c'est la première partie du livre que j'ai trouvé super intéressante où tu décris tous ces procès-là. Ensuite, bon, tu arrives à
ta thèse de la supernova que tu as exposée tout à l'heure, Bon, j'ai peut-être moins adhéré ce bout-là quand ça commence à plus théoriser. Puis, il y a des petites phrases qui m'ont fait sursauter quand même. Je vais t'en lire une. La propagation phénoménale des théories du complot au sein des sociétés occidentales, étroitement associée à l'émergence des réseaux sociaux, est encore mal comprise par les sociologues, psychologues, philosophes, politologues et autres spécialistes des sciences humaines. Premièrement, non, c'est pas vrai. Ben, C'est assez bien, compris. C'est assez bien compris. Mais... Et je lisais justement hier une recherche de mes collègues français, Sylvain Delouvé et Sébastien Diguez, qui disaient d'entrée de jeu dans leur livre, les connaissances sur le sujet sont phénoménales, patati patata. Bon. Tu continues d'étudier le sujet, à ce que je sache, puis tu essaies de le dire. Je veux dire, c'est pas un champ de la connaissance qui est très, 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 très avancé. Tu sais, à mesure, juste un exemple. Puis, en tout cas, si tu le prends personnel ou en tout cas. Non, je ne le prends pas personnel, mais c'est parce que. C'est pas une critique. Regarde, il n'y avait pas juste les sociologues là-dedans, il y avait l'ensemble des disciplines. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas compris, puis moi, je pense qu'ils mériteraient d'être étudiés, puis je pense qu'ils vont l'être. Mais tu sais, prenons par exemple leur mode de communication privilégié qui étant la vidéo live, tu sais, les lives de 45 minutes, puis tout ça, tu sais. On commence, je veux dire, la science commence à s'y intéresser, à se pencher là-dessus, essayer de comprendre ces mécanismes-là. Mais ça reste difficile de les comprendre aussi quand on ne comprend même pas comment Facebook fait marcher ces machines-là aussi. Fait, pour ça, à quelque part, je trouve que soyons humbles, là, oui, je suis d'accord avec toi, puis vous faites un travail formidable à nous l'expliquer, puis à nous le montrer, puis effectivement, c'est important de conceptualiser ces choses-là et de mettre les bons mots, puis bien expliquer ces phénomènes-là. Puis, by the way, hein, je te le dis, mais moi, tu sais, je veux dire, j'ai publié plusieurs articles où je faisais état notamment de tes recherches, mais de certains de tes collègues aussi au Québec. Tu sais, vous êtes quand même 5 ou 6 à vous pencher beaucoup là-dessus. Et les lecteurs de la presse, autant je te disais, tu sais, moi, ma job, c'est de raconter des histoires, tu sais, pour que ce soit punché pareil. Mais quand je résume, le fruit de vos travaux dans des articles, les gens apprécient énormément aussi. Le lecteur aime ça aussi, des fois, au niveau d'abstraction. Je pensais que tu allais dire il trouve ça plate. Non, pas tout. Non, c'est ça. Ça ne m'aurait pas surpris. Non, mais ça ne m'aurait pas surpris. Non, justement. C'est parce que le problème, c'est que nous, comme journalistes, on a le nez dans nos histoires. Et on publie ça à la pièce, tu sais, puis comme journaliste, tu as toujours l'impression que ça, je l'ai déjà raconté. Fait que je ne le re-raconterai pas. Mais d'avoir une vue globale de la situation avec une vue à vol d'oiseau, c'est aussi important, tu sais. C'est aussi important que. Fait que ce que vous faites, c'est formidable pour ça. Puis c'est un peu ça aussi l'idée de faire un livre. Je ne le prenais pas personnel. Je sais bien que tu ne le prends pas personnel. C'est le type de phrase qui me fait sursauter des fois dans des essais, justement, où l'essai, tu sais, pour justifier un peu son point de vue, tout ça, il dit, ben, c'est comme un. Je ne te dis pas que c'est une grosse erreur que tu as faite, là, mais je veux dire, c'est une phrase qui, pour moi, me fait sursauter parce qu'elle n'est pas utile pour ton propos, dans le sens où c'est pas que les autres n'ont rien fait avant, là, tu sais, c'est pour justifier un peu un propos. Mais ceci étant dit, Gérald Bronner, mon collègue français qui a bien étudié la chose, disait les produits de la connaissance, on le sait, là, puis ils sont beaucoup moins sexy que les produits, justement, du conspirationnisme ou même que les histoires racontées par les journalistes. Puis c'est bien correct comme ça. Puis aussi, je pense que, puis c'est pour ça que j'ai collaboré avec toi tout le long de la pandémie, c'est important que, justement, ces recherches-là soient vulgarisées, pas par moi, justement, par des gens qui savent le faire. Puis je trouve toujours par rapport à ça, parce que ce n'est pas toujours heureux. Hein. Nous, les chercheurs, des fois, on ne veut pas collaborer avec les journalistes parce que de la manière dont nos recherches sont transmises, des fois, c'est un petit peu tout croche, là. Puis il y a des erreurs de fait, tout ça. C'est vraiment pas difficile. Oui, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Autant c'est difficile, tu le sais, combien de fois j'ai fait des entrevues avec toi de je sais pas, 45 minutes, 50 minutes, 1 heure et quart. Oui. Puis après, je dois résumer ça en respectant ta pensée, en me collant à ce que tu dis, mais des fois, bon, ça sort, on parle, on jase. Mais c'est toujours... C'est comme ça que ça se passe une entrevue. Puis, donc, je dois résumer, essayer de retweaker la phrase pour que ça soit un petit peu plus compréhensible dans le contexte. Oui, puis aussi, il faut que tu sois juste quand il y a des débats, qu'il y a plusieurs personnes qui avaient ça. Non, je comprends très bien tout ça, ayant été journaliste moi-même, puis la difficulté que ça peut représenter.
d'autant plus qu'on a un sujet qui est clivant. Là, on s'entend qu'on ne parle pas du lapin de Pâques. Là, Mais tu sais, je vais te le dire parce que c'est sur le sujet, mais si tu étais dans ma tête le soir quand je me couche la veille de la publication d'un texte, même les textes les moins controversés, j'ai ça dans la tête. Là. J'espère que je l'ai pas mal cité. J'espère que, tu sais, si ça arrive, c'est souvent, tu sais, ça nous arrive des fois, puis un journaliste qui se respecte va faire des rectificatifs. Non, j'imagine, mais c'est... Mais je vais te dire, c'est au même titre qu'on dit aux gens, moi, chaque mot qui est écrit, j'y ai pensé. Il est évalué, pesé, sous-pesé. Non, j'ai déjà, pour avoir déjà pratiqué le métier, crois-moi qu'il n'y a personne qui comprend plus ça que moi. Puis l'exercice de synthèse est très difficile. C'est d'autant plus difficile quand on a des gens qui nous regardent et qui cherchent la moindre petite phrase pour l'interpréter puis pour nous faire dire quelque chose. Ah oui, ça, c'est lourd de l'autre bord. Ça, tu as dû l'expérimenter avec les conspirationnistes. Mais tu parlais là, des lives. Là. Puis tu vois, ça, c'est au-delà de la supernova, là, puis de ce que je viens de te dire, un des aspects les plus fascinants que j'ai trouvé dans ce livre-là, moi, c'est les chapitres justement sur les algorithmes, sur Facebook, sur cette idée que, dans le fond, le conspirationnisme, c'est une forme d'interaction. C'est-à-dire, j'ai compris en lisant ton livre, justement, tu m'as appris quelque chose, que finalement, c'est ça, ce qui est intéressant, ce n'est pas la capsule vidéo qu'ils font, c'est l'interaction qu'ils ont pendant la capsule avec leur public. Et j'ai compris beaucoup de choses en lisant ton livre, justement. Pourquoi à chaque début de capsule, ils commencent puis ils disent rien, puis c'est plate, il y a comme du blanc, tu sais, puis là, un tel est là, bonjour un tel, bonjour un tel, on est-tu assez de monde pour commencer? Moi, au début, je me disais, son narcissique, tu sais, il attend juste qu'il y ait bien du monde pour commencer. Mais non, c'est comme si tu arrivais à une réunion, je ne sais pas, moi, d'alcooliques anonymes, tu sais, puis tu rencontres, hey, un tel, t'es là, tu sais. Oui, puis c'est par la suite. Moi, je présume que ces gens-là, après, lisent les commentaires. Là, quand tu fais une vidéo, je suis sûr qu'ils le font. Moi, je n'ai jamais fait ça, une vidéo live, by the way. Je ne sais même pas comment ça marche, mais effectivement, ils saluent un tel, c'est systématique. Là. C'est qu'en fait, pendant les vidéos, ils réagissent à ce que les gens disent. Exact. Là. Ils le voient à mesure de ce qui se passe. Puis ça crée un sens de la communauté très, très fort. Moi, c'est ce que je pense. Puis après, quand tu suis, je m'en suis tapé là, des vidéos, là, tu sais, c'est quoi aussi, là, des fois c'est long, puis c'est répétitif. C'est répétitif, puis je veux dire, à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui bon, c'est le mais non, c'est pas en tout cas, dis n'importe quoi dans certains cas. Mais quand tu le regardes, quand tu regardes les commentaires, c'est là que tu vois aussi qu'il y a des leaders d'opinion qui ont de l'importance dans ces groupes-là, puis tu les vois revenir, puis tu te rends compte peu à peu qu'ils deviennent un petit peu les porte-paroles de ces leaders-là. Puis, donc, toute cette structure-là est importante. Puis moi, il y a un autre volet, c'est que je me dis, tu passes 45 minutes à te taper une vidéo de quelqu'un qui dit quelque chose qui est, somme toute, banal, souvent. Ce n'est pas une grande importance qui révèle, mais tu as quand même investi 45 minutes, une heure et quart de ta vie dans quelque chose où finalement le gars, il a parlé sans flafla, il n'y a pas de structure dans ce qu'ils disent. Je connaissais, comme tu sais, tous les processus sectaires, tout ça, puis comment un gourou, puis il y en a plusieurs là-dedans, peuvent réunir des gens. Ce que je n'avais pas compris avant de lire ton livre, justement, c'est comment ils font ça. Bien, c'est ça, c'est par cette interaction-là qui est démultipliée grâce aux réseaux sociaux, justement, où ils sont en interaction. Puis, je te dirais même, parce que ton chapitre aussi nous fait découvrir l'envers de la médaille, c'est-à-dire les anti-conspirationnistes, les réseaux anti-conspirationnistes, ils utilisent, comme le crachoir, ménage du dimanche, etc., ils utilisent les mêmes procédés, c'est-à-dire que quand ils font leur ménage du dimanche, par exemple, ils ont des modérateurs, tout ça, puis pendant qu'ils font, les deux animateurs parlent, ils répondent aux gens, puis ils font des jokes avec les gens, puis tout le monde se connaît à un moment donné, puis ça m'amène à une communauté. Ben oui, c'est une communauté. Ça m'amène c'est une communauté qui s'est formée dans l'anticonspirationnisme. Puis ça, c'est un autre aspect que j'ai trouvé intéressant de ton livre. Tu nous fais découvrir justement cette espèce de communauté anticonspirationniste qui s'est constituée principalement autour d'un podcast qui s'appelle encore le Crachoir et d'une page satirique Ménage du dimanche. D'ailleurs, je suis un personnage, moi, dans ce chapitre-là, bien malgré moi.
Et en fait, Tu as quand même le courage de le dire, de dire ta position par rapport à ça. Puis, ça m'a valu autant de harcèlement en ligne ouais, que de la part que les conspirationnistes me harcèlent en ligne constamment, mais ouais, le fait d'exprimer ma position, en fait, par rapport à ces réseaux-là, que, bon, en fait, moi, ce que je disais, ce que dit la science, en fait, c'est pas ouais, personnellement, ils ont ouais, le ouais, droit je comprends. d'exprimer leur opinion, puis de faire des blogs, puis de faire tout ce qu'ils veulent, puis de dire toutes les niaiseries qu'ils veulent, moi, ça ne me dérange pas. Mais ma problématique que j'avais avec ça, moi, quand j'ai critiqué, c'est que à partir du moment où tu pars une affaire comme Conseil, puis tu dis que tu aides les gens, puis que tu vas déradicaliser les conspirationnistes, tu vas aider les conspirationnistes à s'en sortir, et que tu fais ça tout en te moquant des conspirationnistes, puis de manière très violente, là, avec des T-shirts « Femme dont ta gueule », puis tu sais, bon, Ouais, le mélange des genres, le mélange des genres est là. Et en fait, ce que je disais, c'est que ça aide pas vraiment. En fait, ça ne fait que polariser encore plus, puisque la science nous montre par rapport à ça, puis je n'étais pas le seul, ton livre le décrit très bien, là, on est comme plusieurs, puis des gens pas mal plus... moi, je te dirais que dans ta liste d'experts là, qui dénoncent ça dans le livre, si tu penses à Cécile Rousseau, puis tu penses à Mike Kropfeld d'InfoSec, ils sont pas mal plus expérimentés. hands-on. Oui, c'est Hein? ça, ils ont les mains dedans. Là, ouais. Oui, c'est ça que moi, puis ils sont bien placés pour le dire. Et donc, en fait, moi, la problématique que j'ai donc avec ces réseaux-là, en fait, c'est qu'à un moment donné, ils prétendaient se substituer justement aux institutions dont la job, c'est de faire ça. Et ils jouent beaucoup sur les frontières. Ils jouent beaucoup sur les frontières, comme par exemple... Ben, mais là-dessus, je vais te laisser finir ton idée, mais je vais quand même dire, se substituer, je ne sais pas. Moi, le feeling que j'ai, c'est occuper une place qui était inexistante à peu près. Tu sais, je dirais, oui, je cite Cécile Rousseau, mais elle-même me disait, écoute, de la place pour 10, là, je paraphrase, puis c'est un souvenir lointain, mais tu sais, je veux dire, ils peuvent accueillir 10 personnes. Mike Rumpfeld me disait la même chose. Je veux dire, ils n'ont pas les ressources pour écouter ces gens. D'abord, il faudrait voir, est-ce qu'il y avait une demande à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait une panoplie de personnes qui cognaient aux portes en disant, je suis conspirationniste, je souffre? Je ne pense pas, mais c'était un peu l'impression, c'est qu'ils essayaient d'être là parce qu'ils voyaient qu'il y avait des gens qui capotaient. Puis c'était beaucoup, leur position, c'était beaucoup de dire ben, on se fait contacter par les conjoints puis les conjointes qui ne savent pas où aller. Puis c'est ça qu'ils cherchaient à faire au début. Mais moi, je veux dire, j'ai écrit là-dessus, j'ai fait un article où j'ai exposé tes positions, puis je pense que dans le livre, c'est important qu'elle soit là aussi. C'est important de le dire, de faire cette critique-là à l'égard de ces groupes-là. Puis, moi, j'en parle beaucoup avec ces gens-là. Martin Godet, qui est le créateur de Ménage du Dimanche, on se parle énormément. Et Martin, ce sera à lui de te le dire, mais Martin accepte parfaitement la critique que tu fais. Il comprend le rôle que tu joues, il comprend le rôle je que tu as pense joué. pas qu'il l'accepte. Mais après, sur certaines critiques que tu peux leur faire, je veux dire, ils vendent des tasses. Ben oui, Martin, moi, à la presse, on récolte de l'argent aussi. Je veux dire, on fait des demandes de donation. Puis ton cégep aussi, tu prends de l'argent du gouvernement. Non, pour mais moi, c'est pas ça. Je veux dire, regarde, il peut monétiser ses affaires, mais la problématique, c'est, bon, par exemple, moi, je peux te dire, Martin Godet, dans une de ses émissions, il m'a traité de trou de cul. À partir de ce moment-là, je ne pense pas que tu peux dire qu'il accepte. Je ne peux pas dire qu'il accepte mes critiques. J'ai des gens qui m'ont écrit, qui étaient supposément dans ces réseaux-là. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit et qui m'ont parlé de ces réseaux-là, pas tellement en bien, mais ils voulaient toujours m'en parler d'une manière anonyme. Puis moi, justement, en tant que chercheur, je ne peux pas accepter des témoignages anonymes. Dis-toi qu'il y a plein de choses quand je fais ces critiques-là dont je ne parle pas publiquement parce que mon éthique de la recherche me l'interdit. Puis c'est là qu'on a quelque chose de différent entre le journaliste, justement, puis l'éthique d'un chercheur comme moi, c'est que le journaliste peut avoir recours à des sources anonymes. Tu as eu recours à une dame là, que tu décris dans le livre, là, qui est une source anonyme là, qui t'a fidé plein d'affaires. Je veux dire, c'est intéressant. Moi, je suis presque jaloux quand tu as ça parce que tu as le droit d'utiliser des sources que moi, je n'ai pas le droit d'utiliser. Moi, si j'interviewe quelqu'un pour faire une recherche, il faut qu'elle dévoile son identité. Puis je peux protéger son identité, mais je ne peux pas. Il faut qu'elle dévoile son identité à moi d'abord. Je n'ai pas le droit d'utiliser des sources anonymes. Mais aussi, en fait, dans le livre, en fait,
puis bon, c'est là que j'ai une problématique avec ce chapitre-là, tu peux t'en douter, c'est qu'à la fin, finalement, tu dis, j'ai interviewé 2 personnes qui s'en sont sorties grâce au crachoir. J'ai dit que c'est. Et j'ai dit, by the way, c'est absolument pas scientifique. Je le sais, mais c'est parce qu'eux autres, du crachoir, c'est ça, ils m'envoient aussi, ils disent, ben, regardez, on a un tel, on a aidé à s'en sortir. Et ils présentent ça dans leur idée comme eux autres. Ils font des bonnes choses. Puis en fait, ils disent justement je dirais les institutions officielles qui sont chargées de s'occuper de ça font rien. C'est ça leur discours. Nous autres, on fait quelque chose, puis les autres font rien. Mais la question que j'aimerais poser par rapport à ça, c'est que oui, tu l'as dit, ce n'est pas scientifique, mais tu dis, je ne suis pas scientifique, mais quand même, tu finis ton chapitre avec ça. Mais on fonctionne comme par l'anecdotique beaucoup en journalisme. Là. Je veux dire, mais moi, la question que je pose... On illustre un phénomène avec des gens qui nous parlent. C'est pas tellement à nous, les journalistes, de mettre un chiffre dessus ou de dire ça représente tel pourcentage. S'il y a la question qui que le je fait, pose moi, par rapport à ça, c'est par rapport pour ceux qui s'en sont sortis grâce à eux, combien se sont radicalisés? Bien, ça, on à cause d'eux? Hein? Très bonne. Tu veux dire qu'ils se sont radicalisés à cause d'eux? À cause d'eux. On ne le saura jamais parce qu'il n'y a personne qui l'a mesuré, mais le soupçon, c'est qu'il y en a pas mal plus. Parce que moi, je pouvais voir des vidéos justement de conspirationnistes qui essentiellement sont dans une relation antagonique avec ces groupes-là, puis sont obsédés par Xavier Camus, sont obsédés par le crachoir. Et je les voyais comme le crachoir les avait niaisés, là, puis je les voyais comme fulminés là, contre le crachoir. Oui, mais tu sais, Martin, ils sont obsédés contre les antifas aussi en s'en fabriquant une espèce de ils voient ça comme étant un groupe là, organisé qui marche main dans main. Ils ont besoin d'un ennemi. Je ne sais pas. Pour moi. Oui. Donc, toi, ce que tu dis, dans le fond, c'est que si tu n'étais pas le crachoir ou Xavier Camus, leur ennemi, il en trouverait un autre. Bien, sinon, qu'est-ce qu'on ferait, Martin? On les laisserait parler, je veux dire. OK, oui, c'est un groupe organisé. Je veux dire, Ménage Dimanche, le crachoir, c'est un groupe organisé. Ils ont une structure, il y a une ligne de conduite et une ligne éditoriale. Je veux dire après, c'est des gens, c'est des individus qui sont comme ça, pas de bon sens que ces gens disent là, puis ils essaient de leur faire échec du mieux qu'ils peuvent. Mais est-ce que la solution, c'est de dire on a tel ou tel personnage qui dit des choses complotistes, puis finalement, on va les laisser parler parce qu'il ne faut pas que personne ne vienne les antagoniser parce que ça les met en colère, ça les radicalise. Je trouve juste que quelque part, ces groupes-là se sont comme. C'est créé de façon organique, d'une certaine façon. Après, ils se sont structurés. Mais ils jouent un rôle qui, à mon sens, moi, comme journaliste, ils jouent un rôle hyper crucial dans mon travail. Il m'alimente. Puis je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas à le cacher. Les sources journalistiques, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des principes qui sont reconnus par les tribunaux. Moi, je peux parler à n'importe qui sous le sceau de la confidentialité pourvu qu'elle me le demande puis qu'il y a une justification que je l'accorde. Et dans ce cas-là, il est là, mais je veux dire, c'est comme ça qu'on fait sortir l'information, c'est comme ça qu'on fait circuler l'info. Et ce n'est pas une faute d'éthique de le faire puis de me rapprocher de ces gens-là. J'en fais pas partie. Je prends leur défense par opposition dans la discussion qu'on a, mais je veux dire, moi, je n'ai pas de sentiment d'appartenance à ces groupes-là du tout parce que j'en fais pas partie. Moi, personnellement, je trouve que les informations qu'ils récoltent et qu'ils utilisent et qu'ils transmettent font œuvre utile. Puis beaucoup d'entre eux me transmettent l'information parce que leur position, c'est de dire moi, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas quoi en faire. Un petit peu comme Edward Snowden l'a fait quand il possédait des informations extrêmement cruciales sur le gouvernement. La comparaison est grosse, là, on s'entend, là. Mais de dire, ben, je remets ça dans les mains d'un journaliste qui, lui, fera enquête et lui fera avec les règles journalistiques et tout ça. Là. Dans ton livre, tu dis, je te cite, là, mais jamais dans tous les sujets que j'ai couverts de façon assidue à la presse en près de 20 ans de carrière, j'ai eu accès à une aussi vaste structure de production participative d'information. Tu dis 50 personnes qui venaient principalement, je pense, de ces réseaux-là. Mais c'est parce que la question que je me pose, moi, par rapport à ça, bon, tu peux utiliser les sources que tu veux, ce n'est pas ça la question, c'est que c'est des militants. Ce sont des militants qui sont dans une guerre contre Martin, toutes mes sources dans tous les sujets que je couvre, c'est des militants. OK. Chaque personne qui m'appelle, peu importe de quel côté elle a un intérêt.
elle me parle parce qu'elle a un intérêt. Moi, comme journaliste, la première étape que je dois faire, c'est quel est l'intérêt de cette personne? Pourquoi elle fait ça? Mhm. Dans le cas des complotistes, l'intérêt pour moi, il est comme genre, pourquoi cette personne-là dénonce? C'est évident. La personne qu'elle dénonce dit des choses qui sont fausses. Mhm. Et donc, éthiquement, là, cette personne-là dénonce quelque chose qui est faux et quelqu'un qui fait du capital avec des mensonges. Mhm. Alors, je n'ai aucun problème, même si c'est un groupe organisé qui vend des tasses, je n'ai aucun problème qu'ils m'en parlent parce qu'ils ne sont pas. C'est pas comme deux groupes militants qui s'affrontent à part égale, puis là, il faut que je sois neutre. Il y en a un qui dit n'importe quoi d'un côté, qui profère des choses qui vont à l'encontre même de l'existence de ce que je fais dans la vie de journaliste, de rapporter des faits. Mais je vais donner un exemple. Ils disent qu'ils ont un code d'éthique, ils ne s'attaquent pas aux conspirationnistes ordinaires, ils s'attaquent seulement aux leaders. Ouais. Mm-hmm. Un nombre de fois, ils se sont attaqués à des individus qui clairement avaient, en tout cas, possiblement des problèmes de santé mentale. Ouais. C'est arrivé à quelques reprises. Mm-hmm. Comment ils font? En fait, leur code d'éthique, moi, il est écrit quelque part? S'ils n'obéissent pas à leur code d'éthique, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que la Fédération professionnelle des journalistes leur tape sur les doigts, comme toi ou moi, le conseil de recherche? Ouais. C'est qu'ils n'en ont pas de code d'éthique parce que ce ne sont pas des professionnels, c'est des bénévoles. Puis aussi, comment ils font? C'est une organisation, Martin, qui à but lucratif. C'est pas une institution démocratique non plus, c'est pas une institution gouvernementale, c'est pas une institution scolaire, c'est pas une institution. Non, mais c'est ça que je veux dire. Mais aussi, en fait, qu'est-ce qui fait, quand ils disent qu'ils ne s'attaquent pas aux conspirationnistes d'en bas, mais ceux d'en haut, comment ils font pour déterminer ça un petit peu n'importe comment? Tu peux les prendre comme ça, c'est pas à toi que. Oui, non, mais je comprends. Mais je t'explique un peu ma critique à moi. C'est quoi le problème que j'ai avec ça? Puis c'est quoi j'ai le problème que ces gens-là aussi, surtout, puis c'était pas nécessairement toi qui faisais ça, mais qui étaient invités dans des émissions, puis qui étaient présentés comme experts du conspirationnisme. Ouais. À ce moment-là, on franchit une frontière. Puis on a eu quelque chose de similaire avec le CPRMV il y a quelques années. Je ne sais pas si tu te souviens de Maxime, pas Maxime Ouimet, merde, j'ai oublié son nom. Ah oui, OK, j'ai vu ça dans l'ancien gars de Maxime Fizet, qui était présenté, parce qu'il travaillait au CPRMV, qui était présenté comme expert de l'extrême droite, alors que, en fait, c'est le gars qui avait fondé la Fédération des Québécois de souche. Là. Et pendant 3-4 ans, moi, j'étais sur des plateaux de télé super malaisés avec ce gars-là qui était présenté comme un expert de l'extrême droite, alors qu'il était carrément un militant, puis qu'il allait, il allait se mêler aux manifs, puis il allait les achaler, puis tout ça. Puis ça n'a pas très bien fini parce qu'il est parti du CPRMV, puis on n'a plus jamais entendu parler. Je t'ai parlé c'est important. On voit souvent dans les médias des gens comme ça, puis j'en ai vu souvent là, pour ce qui est de l'extrême droite, des ex de l'extrême droite, qu'on appelle des repentis. Piccolini aux États-Unis qui vient de quitter la business, mais qui pendant des années était en business à coup de conférences, de livres, de reports. Il a même fait un documentaire sur lui, tout ça, puis il gagnait sa vie avec ça. Puis on a réalisé à un moment donné que c'est ça, ces ex-là qui étaient propulsés à l'avant par les médias, bien, ça finissait toujours mal parce que soit qu'ils se radicalisaient de l'autre bord jusqu'à un certain point, soit qu'ils faisaient une dépression, tout ça. Exemple, Dounia Bounzar, qui est une chercheure française qui, à un moment donné, faisait le tour, faisait de la déradicalisation de djihadistes, là, c'était son business, puis elle avait fait le tour de la France avec une jeune qu'elle avait déradicalisée. Puis après un an, après avoir fait le tour de la France, de présenter ça comme une réussite de déradicalisation, la jeune est repartie combattre en Syrie. Ce que je veux dire, c'est là qu'on a un problème avec, à un moment donné, cette espèce d'élasticité de l'expertise, à un moment donné, qui fait que tu vas présenter, par exemple, Martin Godet, pour ne pas le nommer, comme un expert. Oui, mais ça, tu sais, ça, Martin, moi, comment on présente les gens, puis c'est quoi le statut qu'on leur donne, c'est quand même important là, comme journaliste. Est-ce que moi, je vais mettre Martin Godet comme expert en complotisme? Non, il faut que je le décrive comme étant ce qu'il est. Il est à la tête d'une organisation anticomplotiste, peu importe comment je le virerais, ou d'un podcast satirique. Il y a des mots pour ça. Puis tu as raison, un militant, c'est un militant. Est-ce qu'ils sont des militants? Oui, d'une certaine façon. Ils sont des humains. Ils portent plusieurs chapeaux, là, à quelque part. Puis
c'est important de le dire, puis effectivement, c'est important de ne pas les mettre, de ne pas les mélanger avec les chercheurs. Maintenant, moi, je décris un phénomène de société, je vais le décrire à travers les yeux d'experts autant qu'à travers les yeux d'une personne qui est pied dedans, puis à travers aussi, à travers les yeux du complotiste dont je parle. Je veux dire, il faut que je donne la parole. Fait que moi, mon devoir, c'est de donner le crachoir pour utiliser le terme, À tout le monde. à tout le monde, le plus large possible. Après, il y a des articles où c'est à toi, je bâtis mon article autour de toi, de ta recherche, de ci, de ça. Puis il y en a d'autres où non, mais je veux dire, parce que c'est plus ou moins pertinent. Ou tu le fais, non, mais tu le fais extrêmement bien. Là, tu sais, non, je ne le prends pas comme un reproche, Martin. Puis aussi, je pense que tu parlais tantôt des heures et des heures tu avais coupé beaucoup pour faire tes articles, tout ça. Mais ce livre-là, justement, c'est basé sur tes articles. Puis en fait on a du matériel, comment je pourrais dire, tu as été pigé dans tes heures et tes heures que tu n'avais pas mis dans les articles, donc des bonus materials, comme on dit. Ouais. Donc, c'était une belle occasion, justement, de rentabiliser toutes les entrevues que tu as faites. Puis c'est moi, j'ai reconnu plusieurs des articles là, qui ont été publiés, mais il y avait beaucoup plus de matériel que dans les articles. C'est vraiment une occasion de faire un tout cohérent avec plein de petits morceaux que j'ai publiés à la pièce. Puis même que probablement, en écrivant le livre, il y a des affaires que j'ai comprises aussi. C'est ça. À un moment donné, tu te repenches. C'est vrai. J'ai une compréhension assez globale après 2 ans de couverture pour pouvoir faire des constats, puis parler avec une certaine autorité aussi, ce que je n'avais pas quand j'ai commencé il y a 2 ans à couvrir ce milieu-là. J'avais couvert vaguement des mouvements comme ça, mais jamais autant, de façon aussi assidue, puis jamais avec autant de personnes qui m'alimentent de toutes sortes de façons. Là, quand tu as parlé de Bernard Lachance, là, de tout un chapitre sur Bernard Lachance, tu as beaucoup parlé de Jean-Jacques Crèvecoeur, mais mon ami, la dièse Guy, Yann Lanctot, elle a échappé à ton radar un peu. Tu as une phrase pourtant. Moi, je reste convaincu que, moi, en tout cas, tu as vu un peu ma thèse là-dessus. Là, je suis convaincu qu'elle est derrière ça. Mais comment ça se fait qu'elle n'a pas été dans ton radar, elle? C'est jamais arrivé que je la couvre. Brigitte Noël. Elle se cache bien. Hein? Oui, il y a plein de raisons. Moi, elle n'est jamais vraiment tombée sur mon radar parce que je trouve que je l'ai observé à un moment donné, là, je pense que c'est le 11 du 11 à 11h11, elle a fait une affaire. Puis là, j'étais comme, OK, il y a-t-il quoi faire? Mais je pense que elle a eu des gros problèmes avec les autorités. Je veux dire, elle a perdu son titre de médecin, mais aussi elle a été poursuivie parce qu'elle ne payait pas ses impôts. Puis tout ça, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai cherché une nouvelle façon d'en parler, mais ça devient la réalité de la concurrence en journalisme. Brigitte Noël à Radio-Canada vient de faire un truc enquête assez élaboré sur elle. Donc, Brigitte, elle a mis les projecteurs sur elle. Moi, puis c'est un peu un défaut du journalisme. C'est un peu, on pourrait être critiqué là-dessus, mais si Brigitte met les projecteurs sur elle, ben moi, il faut que je mette le projecteur ailleurs ou il faut que je trouve quelque chose d'autre. Elle m'a scoopé, il faut que je la scoop pour il faut que je trouve quelque chose de nouveau. Puis là, ça devient difficile. Est-ce que je vais investir beaucoup de temps dans une enquête sur... Non, je vais juste te l'expliquer le phénomène. Est-ce que je vais investir beaucoup de temps dans une enquête sur ce personnage-là, cette femme-là, quand Radio-Canada, je sais qu'ils ont une des très, très bonnes journalistes qui fait la job. Je veux dire. Fait qu'à un moment donné, mais je suis d'accord que si tu devais regarder et te dire, OK, mais dans le portrait que je dresse, il manque ça, je ne m'obstinerai pas. Je suis d'accord qu'il vraiment qu'elle joue un rôle plus important. Maintenant, moi, de ce que j'ai vu, Amélie Paul, c'est un personnage que je voyais beaucoup plus souvent passer, puis je trouvais que puis Mel Goyer, puis Jules Lévesque. Puis c'est drôle, hein, probablement que Julie va regarder ce truc-là. Mais Mel Goyer, d'ailleurs, qui trouve que ton livre, c'est de elle l'a eu, puis elle ne l'a même pas lu. Elle m'a écrit par ailleurs. Elle m'a écrit. Ah bon? Je ne sais pas trop, oui. En tout cas, on arrive à ça. Est-ce que on garde. Moi, je dois garder des contacts. Julie Lévesque, elle m'écrit sur une base régulière. On a souvent communiqué.
bon, il y a une certaine tension entre les. À un moment donné, il faut comme que tu acceptes. On va arrêter de s'obstiner là, parce que je ne te convaincrai pas de quoi que ce soit, mais tu ne me convaincras pas. Mais arrête de me traiter de trou de cul. T'sais. Puis arrête quand tu lances une campagne contre moi de plein de coordonnées au conseil de presse, tu ne t'arranges pas pour fin que toi. Ouais. Mais ultimement, je garde des contacts cordiaux avec ces gens-là, puis Tu es plus patient que moi, ça, je peux te le dire. ben, c'est parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Mario Roy, je veux dire, bon, dans le livre, je le décris, là, mais je veux dire, c'est grave ce qu'il fait là, d'aller devant des juges, de dire Tristan Péloquin, c'est à cause de lui que je suis en prison. Tristan Péloquin, il est payé par le barreau pour me diffamer. Tristan Péloquin, puis de demander à des juges de me sortir de la salle, puis de m'interdire de le traiter de complotiste. C'est grave, puis de m'appeler sur mon cell régulièrement, à chaque fois que je publie un texte sur lui, il m'appelle. Il y a ton T'as numéro? pas compris? Mais oui, je l'appelle. Okay. T'as pas compris? Je t'ai dit d'arrêter de me diffamer, ta poursuite s'en vient. Il me l'a dit. Je l'ai appelé il y a 3 semaines, un mois, quand j'ai fait un texte sur les dissensions au sein des Farfadets. Je l'ai appelé. Il m'a répondu. Il m'a parlé pendant 15-20 minutes. C'était cordial. Respectueux, mais ça a fini par une menace de poursuite pareille. J'ai beaucoup d'admiration pour cette partie-là de ton travail, parce que moi, j'ai pas c'est pas le bout le plus fun. Moi, j'ai pas cette OK, va l'appeler, là, tu me travailles sur moi pendant 1 heure pour arriver à le faire. Mario Roy, moi, il me laisse souvent des messages sur mon répondeur au cégep, il me menace de poursuite aussi, mais je ne le rappelle pas. Non, mais. Beaucoup de patience. Non, mais il faut le faire parce que c'est ça. Je comprends très bien ton rôle en tant que journaliste. Il faut que tu fasses parler tout le monde le plus possible. Bon, moi, en tant que chercheur, je n'ai pas ce rôle-là. Là. Moi, c'est d'écrire une réalité X. Puis je peux faire des entrevues de recherche. Mais souvent, les conspirationnistes, ils vont me contacter, ils veulent discuter. Mais là, je leur dis souvent, il n'y aura pas de discussion. On va écouter ce que vous avez à dire, on va le prendre en note, puis ensuite, on va l'analyser, mais on ne va pas discuter. Là. On ne veut pas vous convaincre, puis on ne veut pas être convaincu. On est là pour décrire une réalité X, tout ça. Mais je veux dire, moi, ils font des vidéos, il y en font sur toi aussi, j'imagine, de 2-3 heures. Quand on a fait le rapport, c'était la même chose. Mais je trouve que tu es très patient par rapport à ça. Moi, j'ai pas. De toute façon, moi, à partir du moment où ils te bloquent sur leur site puis tout ça, il n'y a pas de. Oui, ils ne bloquent pas, là, ça va. Là. Je sais pas. Je pense que quelque part, c'est étrange parce qu'ils parlent toujours des médias, puis que les médias, c'est pas bon, mais on dirait qu'ils veulent passer dans les médias. Ah, ben oui, puis ils lisent mes articles. Là. Ils lisent tous, puis en fait, ils sont un peu narcissiques, mais ils voudraient que les médias leur donnent. Je me souviens, moi, en 2018, quand la meute était venue, Stéphane Roch, le numéro 2 de la meute, il disait « Donnez-moi 20 minutes pour parler dans le colloque. » puis il voulait avoir il aurait voulu être invité au colloque puis dire leur speech au colloque. Puis on lui a dit « Non, vous pouvez dire votre speech sur vos propres plateformes. » là. Et je veux dire, ils veulent être entendus, donc ils vont parler contre les médias, mais paradoxe, si tu leur donnes une entrevue de 20 minutes, ils ne vont pas nécessairement dire non. Mais dans le livre, ce qui m'a intéressé aussi, c'est quand tu parles des contenus, tu disais, toute l'affaire avec France Hogan là, dans le Wall Street, je trouvais ça super intéressant. Ça allait un peu en dehors du conspiracisme, mais en fait, ça expliquait, ça donnait un début d'explication finalement. Là, quand elle disait, France Hogan, que les contenus qui ont le plus de chances d'être partagés, c'est les contenus qui suscitent les réactions les plus extrêmes. On a un peu. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Moi, de tout le livre, là, puis je l'ai dit, j'ai été interviewé par la presse pour parler de mon livre dans la presse. Puis ça fait toujours plaisir d'être cité dans son propre journal. Je veux dire, moi, je suis pas un personnage de mes articles. Là, mais c'est le bout où j'avais envie de faire de l'opinion. Puis je dis, moi, je ne suis pas un journaliste d'opinion, je n'ai pas le droit. Peut-être un jour. Oui, mais dans un essai, tu as le droit de faire de l'opinion. Oui, je pense que j'ai le droit de déborder un peu, mais je reste un journaliste. Puis je ne peux pas changer de chapeau si facilement. Je ne peux pas revendiquer le titre de journaliste d'enquête qui est comme. C'est pas pour rien que je le dis, c'est prestigieux, c'est beaucoup de gens qui rêvent de faire ça. Puis de l'autre bord, me mettre à faire de l'opinion, je peux pas. Je peux pas. Sauf que
dans ce cas-là, moi, je trouve qu'il y a il y a vraiment, vraiment un débat à avoir sur ces questions-là. Oui. Puis tu sais, France Hogan a vraiment fait un travail formidable de nous expliquer la mécanique de comment ça fonctionne. Mais moi, ce que je veux dire, puis moi aussi, j'ai eu beaucoup de conversations avec des dirigeants de Facebook et de YouTube, qui sont des gens qui sont impliqués dans ces affaires-là de politique éditoriale et autres. Puis, by the way, qui me parlent off the record, je ne peux pas citer leur nom dans le journal, je trouve ça absolument hallucinant. Mais ils m'expliquent quand même cette mécanique-là. Et là, tu sais, ils disent, OK, oui, mais c'est pas vrai qu'on fait rien. Puis c'est vrai que les réseaux sociaux, contre des Alexis Cossette-Trudel, contre des André Pitt et autres, on finit par intervenir, ils les ont barrés. Tu sais. Ça a été long. Mais ça a été long parce que ce qu'ils disent, c'est, oui, mais c'est du contenu limite. Tu sais, quand c'est du contenu limite, c'est bien difficile pour nous d'agir. Tout ça. Fait que là, ce qu'ils disent, c'est quand c'est du contenu limite, on rend la diffusion de leur vidéo plus abrasive. Fait que là, tu sais, tu as Facebook qui dit, ben nous autres, ils appellent ça le downranking puis le demonetizing. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'était évident, si un gars comme Alexis Cossette-Trudel, ça on l'a très bien expliqué, aussitôt qu'il mettait PayPal ou Interact, aussitôt qu'il mettait le lien qui apparaissait sur ses vidéos, pouf, la diffusion arrêtait. Ça c'est la démonétisation. Puis le downranking, c'est que finalement, ils font en sorte que, tu sais, ces vidéos-là vont apparaître beaucoup plus loin dans le fil parce que l'algorithme les défavorise. Tu sais. Mais tout ça, ça se fait d'une façon totalement opaque. On n'a aucune idée de comment ça marche. Il n'y a pas personne. C'est ce que révèle François Hogan de dire c'est pas normal. Et là, moi, comment ça se fait que le CRTC, la télé, la radio sont couvertes par le CRTC? Moi, comme journaliste, quand même, je réponds à des normes journalistiques quand même assez sévères. Mais c'est surtout le CRTC et la radio. Il y a des organisations qui sont tenues de surveiller. Puis quand ça déborde, je veux dire, ils interviennent. Là, Facebook, il n'y a rien de tout ça. C'est une compagnie cotée en bourse, milliardaire, dont le patron est un des hommes les plus riches sur Terre. Et eux ont le droit d'imposer, comme ils veulent, un contrôle sur l'opinion sans avoir jamais expliqué qu'est-ce qu'ils font, jamais comment ils font. Puis personne, il n'y a pas un chercheur qui est informé des mécanismes ou qui se connaît en détail les mécanismes. Parce que c'est privé. On n'a pas le droit. C'est privé, donc on ne voit pas les livres, on ne voit rien. C'est privé, mais en même temps, Facebook, grosso modo, ce qu'ils disent, c'est on est la liberté d'expression. C'est comme, ils ne font pas de différence entre la liberté d'expression et le droit d'avoir un compte sur Facebook. Et ça, moi, je trouve ça particulier, je trouve ça comme insidieux. C'est pas ça, la liberté d'expression. En tout cas, si c'est eux, la liberté d'expression, elle n'est pas gratis, la liberté d'expression, parce qu'il y a bien de la pub. Je ne sais pas si tu as noté, là, sur Facebook, il y a de plus en plus de pub. Hein, entre tes affaires, là, il y a de la pub. Puis moi, par exemple, qui observe beaucoup on parlait des algorithmes, là, justement, si certains journalistes que je peux critiquer, je peux dire, ont participé à la polarisation, les algorithmes, ils participent pas mal plus à la polarisation que les journalistes. Clairement, ça c'est l'évidence. Mais tu sais, c'est toute la formule qui a été imposée par Zuckerberg, vraiment, c'était de dire on va favoriser les interactions sociales. C'est ça qui marche. Maintenant, donc, si tu génères du clic, tu génères des interactions sociales. Si tu génères du commentaire, tu génères des interactions sociales. Les gens ne commentent pas sur des sujets. Moi, je le sais, j'écris des articles, Martin. Là, il y a des sujets, là, les gens ne commentent pas. Et pourtant, c'est des sujets punchés, tout ça, mais les gens ne commentent pas parce qu'ils n'ont pas d'opinion. Ils ne sont pas encore trop sûrs d'avoir une opinion sur certains sujets. Tu sais, je viens d'écrire sur des combattants étrangers qui viennent de partir, des jeunes qui sont partis se battre en Ukraine. Tu sais. Le premier jour, j'ai eu beaucoup de messages parce que c'est un personnage polarisant dans ce choix-là, mais mon plus récent article, très, très peu de réactions. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas une opinion polarisée sur ces questions-là. Quand ils vont en avoir une, là, je vais recevoir énormément de courriels. Donc, tu vois que la mécanique pour favoriser finalement les posts, puis ces algorithmes-là, carburent à la polarisation. C'est la seule façon de sortir du lot sur ces réseaux-là, c'est créer de la polarisation puis de faire des déclarations comme souvent intempestives parce que ça fait réagir. Tu sais. Puis après, on est pogné avec les conséquences de ça. La plus grande caricature qu'on a parmi nos conspirationnistes, c'est André Pitt. C'est vraiment le gars qui fait du shock value le plus possible pour pouvoir en faire. Tu sais. Mais une dernière question, puis on pourra peut-être clore à tout ça, c'est que tu parles un peu dans le livre
justement de médias comme Radio X, qui a défendu Dan Marino à un moment donné, beaucoup, là, puis qui a arrêté de le défendre. Il y a beaucoup de gens, moi, qui me contactent puis qui me disent « Ouais, mais pourquoi vous ne parlez pas de Radio X? Parce qu'il il encourage les conspirationnistes. » Puis j'avoue que j'ai des difficultés à parler d'un média qui serait en général mainstream, là, tu sais, tout ça. Je ne veux pas te mettre dans l'eau bouillante avec Radio X non plus. Ah, j'ai pas de problème. Tu en as parlé. Est-ce qu'on pourrait dire que Radio X, finalement, ça ferait partie un peu de ces réseaux-là où les encouragerait jusqu'à un certain point? Moi, je pense que oui. Quantité de choses. Je ne les écoute pas énormément. Moi, je me fais un devoir quand je vais à Québec d'écouter Radio X dans le char parce que pour moi, c'est une expérience sociale à chaque fois, tu sais. Mais je ne les écoute pas assez. C'est ça la réalité. C'est comme Diez Gis. Je n'ai pas fouillé ça. Je n'ai pas passé de temps. Je pourrais le faire, mais bon, à la presse, on a Gabriel, j'ai mon collègue Gabriel qui couvre un petit peu ces radios-là parce qu'il travaille de Québec. Moi, comme il n'était pas exposé, je n'ai pas travaillé énormément là-dessus. C'est pas que j'essaie de les protéger. Là. Je ne travaille pas pour ces gens-là. Il fut une époque où il invitait beaucoup les journalistes de la presse à venir parler à leur antenne. Je pense que c'était une époque où il était peut-être un petit peu plus. Il y a eu des époques où ils ont comme essayé de bonne foi, là, il essayait d'être un petit peu plus rigoureux, mais je pense que finalement, l'opinion intempestive est plus payante. Puis, c'est ça. Je ne sais pas, autant moi, j'ai fait des entrevues avec les Jeff Fillion et Dominique Moret, où ils m'ont interviewé, puis j'ai trouvé qu'ils étaient très pro, puis c'était très clean, puis ils respectaient les faits. Que je trouve que dans la pandémie, là, à un moment donné, faire du show pour faire du show, puis stimuler l'espèce de haine à l'égard de l'État, puis tout ça, je trouvais qu'ils sont allés un peu loin, tu sais. Puis, ouais, non, effectivement. Tu sais, quelque part, c'est important qu'il y ait aussi des espèces de cailloux dans le pied, tu sais. Je pense qu'à quelque part, puis là, je sais pas, en tout cas, Jeff Fillion, à un moment donné, parlait de la Suède tout le temps, puis l'exemple suédois, puis tout ça. Puis moi, à ce moment-là aussi, comme journaliste, j'avais les yeux sur la Suède. Je me disais, même, on dit, c'est pas question soit nous autres à ce point-là. Sauf que la différence, c'est que lui, là, à un moment donné, il est parti, là, puis c'était ça, la Suède, c'était le modèle formidable, puis ça, puis regardez les Suédois, puis ça. Puis moi, je regardais, puis je lisais, puis j'étais comme, il y a beaucoup de nuances à mettre, il y en a énormément, puis c'est pas clair, que c'est loin d'être aussi clair que ce qu'il prétend, tu sais. Mais c'est pareil comme Raoult, là, tu sais, la chloroquine puis Raoult, là, tu sais, c'est intéressant ce qu'ils disent, ces gens-là. Il y a quoi, il faut regarder, il faut jeter un regard. Mais après, quand ces gens-là le disent avec une certitude absolue que c'est ça la patente, c'est là qu'il faut faire attention, puis je pense que Radio X a vraiment dérapé là-dedans en prenant position pour des trucs qui sont, pour des idées qui méritent d'être apportées, mais qu'il ne faut pas présenter comme des vérités absolues. Puis c'est là qu'ils ont fait échec. Ils sont devenus militants eux-mêmes, beaucoup plus que faire de l'information. Comme West France ou c'est pas Ouest France, mais il y a un journal français. Le média français, François, qui avait un nom, qui était quand même un journal réputé comme étant sérieux, mais que du jour au lendemain, on a décidé qu'il devenait militant. Puis après, il faut montrer que c'est ça. Si tu prends une position, tu la défends même quand à sa face même, elle est controversée, puis qu'il n'y a pas de réponse absolue, puis que toi, tu as décidé que c'était ça la vérité. Vis avec, tu sais, t'as un problème. Tu sais, nous autres, dans les médias, là, je veux dire, on se fait reprocher de ne pas faire de débat public là, à la presse. La déclaration de Great Barrington, puis chacune des idées qui sort, là, on en fait des textes. Tu sais, je veux dire, vous ne parlez jamais des suicides puis des fermetures de commerce. On a fait des textes là-dessus. Là. T'as lu-tu la presse, man? Non? Ah, OK. Mais si tu la lisais, tu les verrais, ces textes-là. Maintenant, est-ce qu'on va en parler tous les jours? Non. Est-ce qu'on va en parler avec les porte-paroles que toi, tu veux qu'on mette dans le journal? Non. Vous n'êtes pas crédible. Non, mais ultimement, c'est rien que ça, Martin. On ne les cite pas, ces gens. Tu sais, moi, Réinfo COVID qui nous invite dans les conférences de presse, puis qui t'arrive, puis tu as un ancien médecin qui a un sarrau et un stéthoscope, il n'est plus médecin. Tu as une pharmacienne qui dit si on continue la campagne de vaccination, on va avoir 12 morts. Puis, tu sais, tant qu'à être, pourquoi il n'y en a pas un qui vient? Tu sais, tu as Maxime Ouimet qui organise une manifestation avec eux
et qui fait une déclaration dans son porte-parole, dire que il y a des sources chez Emma Québec qui lui disent que le sang des personnes vaccinées est noir, puis celui des non-vaccinés est rouge. Vous n'êtes pas crédible. On ne va pas vous donner le crachoir. On va trouver d'autres personnes qui vont dire ce que vous voulez qu'on dise, mais qui vont le dire avec toute la nuance nécessaire. Puis c'est comme ça que ça se fait. Mais on ne va pas donner à du. Tout bad, là, je veux dire, Stéphane Blais, sa fédération, je pense qu'ils font un travail louable à essayer de dire on va contester devant les tribunaux certaines choses. C'est nécessaire que ce soit fait. Moi, j'ai couvert beaucoup de procédures qui ont été entamées par d'autres avocats ou d'autres organisations qui ont essayé de contester des mesures sanitaires. Je l'ai fait avec un sérieux absolu, puis je trouvais que c'était important, puis les débats judiciaires qui étaient soulevés étaient hyper pertinents. Mais quand dans ta procédure, tu écris que mettre le masque dans ta face, ça risque de créer des morts subites et que 97% des tests PCR sont des faux positifs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas, tu dis n'importe quoi. C'est pas crédible. Qu'est-ce que tu penses que les juges font? Les juges, ils regardent ça. Dans le cas de Stéphane Blais, tu effleures la question là, parce qu'il n'avait pas voulu répondre à tes questions, mais il y a tout un aspect religieux chez Stéphane Blais. Ouais. D'ailleurs, tu fais le lien avec le logo et les bérets blancs. Je ne sais pas si tu sais qui fait ce lien-là en premier, mais. C'est Camus? C'est moi. C'est toi? OK, excuse-moi. C'est moi. En fait, c'est assez drôle parce que je ne le revendique pas, parce que je suis les gens ne savent peut-être pas, mais je suis un spécialiste des bérets blancs. J'ai écrit de nombreux je savais pas ça. textes sur le sujet. Et en fait, à un moment donné, en début de pandémie, quand le logo est sorti, j'ai fait la comparaison. Il a été récupéré par Xavier Camus, qui était bien correct, il m'a cité, il m'a dit c'est le chercheur Martin Geoffroy. Mais après ça, ça a été repris par le crachoir, eux autres, ils ne m'ont pas cité. Ça s'est rendu à mes oreilles, puis moi, je t'aurais cité. Non, mais c'est correct. Non, c'est correct. Moi, j'ai trouvé ça le fun parce que je me disais, bon, ça a voyagé, mon affaire. Mais de façon très comique, c'était tragique peut-être, mais la semaine passée, j'ai couvert 2 jeunes de 20 ans qui sont partis se battre en Ukraine, puis ils sont allés à l'aéroport Trudeau, puis le père ou la famille de ces 2 jeunes-là, sa grand-mère était là pour l'accompagner, puis là, évidemment, c'est très émouvant, les 2 jeunes partent, puis la grand-mère a donné à son petit-fils une médaille de l'archange Michel qui terrasse le diable de son guêpe. C'est cette même image-là qui avait été obtenue par son grand-père qui est allé dans une guerre civile en Angola. Oui, mais en fait, c'est une image qu'on retrouve pas seulement chez les bérets blancs, mais dans l'ensemble des groupes intégristes catholiques de droite et d'extrême droite. C'est vraiment la symbolique de Saint-Michel-Archange qui terrasse le démon. Puis là, tu peux voir dans le cadre des démarches de M. Blais, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une démarche antagoniste où on est du côté du bien, puis ceux qui sont pas d'accord avec nous sont du côté du mal. Mais ce que je veux dire, puis on le disait nous autres dans notre rapport de recherche, ça, c'est qu'à un moment donné, ça devient tellement fantasmagorique, ces théories du complot-là, que la seule manière que tu peux justifier ça, c'est par du religieux. Tu as eu une révélation de Dieu. Ouais. Puis j'ai trouvé ça intéressant dans ton livre parce que tu effleures la chose, puis tu vois que Blais ferme tout de suite la porte. Donc, il est assez intelligent pour voir que s'il va dans cette direction-là, ça ne va pas le servir, tu vois, mais quelque part, il ne peut pas s'en empêcher parce qu'il est très croyant. Puis, à un moment donné, quand on écoute ses discours, Stéphane Blais, on voit que ça ressort, là, ses croyances religieuses, mais il a esquivé un peu. Bon, c'est ça, moi, quand j'ai commencé à lire ça, j'ai entendu « Ah oui, il va parler de ça », puis puis il a fermé la porte, il l'a esquivé. Oui, il a fermé la porte, puis c'est un volet que je n'ai pas beaucoup exploré. Là, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé avec l'église de Norval, là, du pasteur Norval, mais je trouve qu'ils ont joué un rôle relativement mineur. Là, toute la question religieuse, c'est vrai qu'elle est là en filigrane, puis on le voit, que c'est présent, mais je ne sais pas, peut-être parce qu'il me tape. Il tape plus ses nerfs. Mais c'est parce que dans le cas, moi, j'ai étudié, ça fait plus de 20-30 ans que j'étudie les bérets blancs. J'avais fait ça dans le cadre de ma thèse de doctorat. Dans les années 90, les bérets blancs, il parlait déjà de la cabale pédosatanique mondiale. Oh oui, c'est un thème. Il parlait déjà qu'on était pour nous mettre des puces sous la peau pour nous contrôler, etc., etc. Donc, c'est rien de nouveau, tout ça. Non. Puis Blais, finalement, puis les autres, ils ont pris ça quelque part. Oui. QAnon est allé chercher ça aussi. C'est vieux comme le monde, traiter le monde de pédosatanique pour. On a tous des images
des décideurs dans des. L'inquisition. C'est ça, là, je pense que. Mais écoute, puis ça change aussi. C'est ça qui est intéressant. Là, comme je disais, moi, je les observe, puis là, j'ai comme l'impression que ces leaders-là ont perdu un peu de leur influence. Puis là, c'est une nouvelle génération plus jeune qu'on voit poindre de leaders qui ont vraiment le plus le type influenceur, qui aiment afficher leur réussite, qui aiment afficher leur. Ce qu'on n'a pas trop vu chez les complotistes. Ils sont quand même assez neutres. Dans bien des cas, ils n'ont pas vraiment d'argent. Mais là, on est vraiment plus dans la culture classique de l'influenceur, style Ostrogo. Là. OK. Ouais, mais quand tu parles de culture classique de l'influenceur ou plus jeune, est-ce que tu parles, par exemple, d'Amélie Paul? Non, je parle des nouveaux visages. Qui les nouveaux visages? C'est ça, je ne m'avancerai pas assez, je ne veux pas mettre de nom parce que je les observe. OK. Mais vraiment, c'est une autre culture, c'est d'autres personnes. Puis, Parce que c'est ça, moi, je trouvais déjà qu'Amélie Paul et Mel Goyer faisaient pas mal influenceurs. C'est-à-dire, quand tu les vois dans les manifs, oui, peut-être. Ils signent comment je pourrais dire, ils signent des autographes, puis Amélie Paul, elle a sa carrière de chanteuse en parallèle. Il y a un aspect quand même artistique là-dedans. Tout l'aspect, justement, nouvel âge, là, que tu as moins exploré, tu sais, c'est tout cet aspect-là, créateur de spiritualité, de contenu. Là. Moi, j'ai l'impression qu'en sortir de la pandémie, en tout cas, sa dernière question, je vais te poser, je vais te laisser aller parce que je sais que tu dois être très occupé et faire 1 million d'entrevues pour ton livre cette semaine. Là. Qu'est-ce qui va se passer là, justement quand les mesures sanitaires vont tomber? Là? Est-ce que le phénomène va. Bon, tu sais que moi j'ai ma petite opinion là-dessus, mais je te demande la tienne. Là. Est-ce que le phénomène. Parce que beaucoup de gens disent ah, ben là, le phénomène va s'estomper. Puis, oui, ça va. C'est ça. Moi, on les voit. Là. D'abord, la division est de plus en plus évidente entre eux. Ils sont moins unis qu'ils l'étaient derrière une cause commune. Là, je pense qu'ils rentrent tous un peu dans les terres, puis là, on les voit. Là, ils essaient tous. Bon, ils ont essayé de reprendre un peu le discours ukrainien, puis la guerre en Russie comme étant, un petit peu comme le dit Alex Cossette-Trudel, là, c'est la dernière tentative des gouvernements mondialistes de prendre le contrôle parce que la pandémie n'a pas fonctionné. Mais à un moment donné, c'est dur de tenir ce discours-là quand les bombes explosent. Je veux dire, le monde crève. Tu étais dans la rue à Ottawa à réclamer la liberté contre la tyrannie. Je veux dire, à un moment donné, moi, je sens qu'ils sont divisés sur ces questions-là. Il ne va pas avoir un front commun là, de défendre la propagande russe. Ils essaient de faire beaucoup de bruit et de millage en disant on rentre dans l'ère de l'identité numérique. Le gouvernement veut nous contrôler avec l'identité numérique. Bon, c'est vrai. Moi, j'ai écrit là-dessus. J'ai rencontré le ministère pour en discuter. Puis tout ça. Bien, effectivement, il y a un ministère de l'identité numérique. Puis on veut que ton permis de conduire soit sur ton téléphone. Et êtes-vous vraiment surpris? C'est ça que le monde veut. Mais ils essaient de faire. C'est le nouveau Big Brother puis la peur. Mais ça fait 10 ans que j'écris sur ces sujets-là. Là, je veux dire, il n'y a rien de nouveau quant à moi. Et c'est des sujets qui n'émeuvent pas les gens, comme pouvait le faire la pandémie, où finalement, c'est absolument vrai. Et il s'est passé quelque chose, il s'est passé un paquet d'affaires liberticides dans cette pandémie-là, qui touchaient à des choses. Puis moi, finalement, je comprends parfaitement leur hargne, leur frustration de ne plus pouvoir aller dans les restos, de ne plus pouvoir aller chez Canadian Tire, il y avait quelque chose qui nourrissait une colère. Pouvoir aller à SAQ. Oui, c'est ça. Mais non, mais il y a quelque chose qui nourrit une colère derrière ça. Puis, c'est pas là. Fait est-ce que moi, je pense que pour tout de suite, on va avoir un ralentissement, mais la prochaine crise, peu importe, elle sera de quoi? Donc, tu ne penses pas qu'ils vont métamorphoser leur discours, ça, on le sait. Là, tu ne penses pas qu'au niveau de la désinformation et puis de la montée des croyances dans les théories complotistes, ça va rebaisser, là? C'est pas un phénomène. Moi, je te le dis, pour moi, là, ça marche beaucoup par cycle. Là, il y a des bouts où je trouve pas que je trouve plus ou moins ça, mais je reçois beaucoup moins d'informations, puis ça scanne, puis on entend moins parler. Puis là, à un moment donné, il arrive un événement où là, tout le monde m'informe, je reçois. Tu sens que là, ça foisonne dans ce milieu-là. Moi, ça m'étonnerait qu'on voit. Quand Steve Charland va sortir de prison, François Maléga, ils vont continuer à manifester, mais est-ce qu'ils vont continuer là, vraiment
sans cesse de chercher le trouble. Ils sont fatigués, ces leaders-là aussi. Hein, c'est demandant ce qu'ils font pareil. D'abord, de demander de l'argent tout le temps. Deuxièmement, de toujours je veux dire, moi, je me fais traiter en masse de trous de cul par ce monde-là. Il doit se faire traiter également de trous de cul par les autres. À un moment donné, c'est drainant. Ouais, effectivement, mais c'est parce que donc Ottawa aurait été comme une supernova, finalement. En tout cas, ça a été ça. Mais je suis d'accord que toi, on en a parlé l'autre fois, toi et moi, tu disais, ben, ils vont. Là, c'est comme c'est le nouveau. Ils vont vouloir recréer ça. Ils vont chercher par tous les moyens à recréer ce genre de. C'est ça, c'est le seuil à atteindre. Puis les méthodes et les prétentions ne changeront pas. C'est juste que là, moi, je ne vois pas là, dans la situation actuelle un alignement des astres pour que la supernova apparaisse. Là, j'ai comme l'impression qu'on rentre dans une phase un peu différente. Mais regarde, dans 3 mois ou au mois d'octobre, on risque. On regarde ça là, objectivement, on risque de retourner dans la même maudite situation de confinement, puis là, ben, ça va repartir. C'est pas, ils ne vont pas baisser les armes, puis ils ne vont pas s'empêcher de créer des nouvelles théories complotistes sur le prochain sujet de l'heure, comme ils viennent de le faire avec l'Ukraine. C'est parce que si on revient éventuellement, je ne veux pas être prophète de malheur, là, mais si on a une autre vague et qu'on reconfine à nouveau, mon impression par rapport à ce qui vient d'arriver, c'est que la population en général, pas juste les conspirationnistes, va très mal le prendre. Oui, sûrement. Ça va leur donner à ce moment-là encore une structure d'opportunité pour embarquer les gens dans leurs affaires parce que. Croisons les doigts parce que là, ce qui se profile, c'est vraiment un retour d'un certain nombre de cas, mais en même temps, ce n'est pas dramatique ce qu'on voit. Là, pour l'instant, ça n'a pas l'air, mais on verra. Je regarde. Ben, les immunologues. Tout ce qu'on sait, c'est que la prochaine crise, ils vont être là. Les immunologues sont moins optimistes que le gouvernement quand même. Mais bon, en tout cas, qui vivra verra. Mais sur ce, écoute, il me reste juste à te remercier non seulement pour ce super livre quand même qui est très riche en informations et qui s'appelle Faire ses recherches. Et aussi, te remercier pour les 2 dernières années parce qu'on a l'impression que ça finit. mais on a l'impression qu'on est en tout cas sur une fin de cycle. Ça a été un grand plaisir de collaborer avec toi. Puis, je veux dire, moi, c'est comme la première personne à qui je pensais pour diffuser mes recherches à chaque fois. Tu le sais, c'était toi. Puis je me disais, hey, lui, il va. À chaque fois, je lisais l'article, je me disais, calique, c'est bien fait, c'est tout bien résumé. Puis il a été chercher un autre chercheur qui vient corroborer ça. Puis c'était vraiment. En tout cas, on va continuer à collaborer. Moi, j'aime ma job. Conspirationnisme je trouve intéressant d'informer les gens. Donc, ça fait toujours plaisir. Puis aussi, c'est ça, j'ai trouvé ça le fun de lire le livre parce que je suis confronté on est confronté à nos pratiques différentes, mais qui, quelque part, se complètent aussi. Chacun a un rôle à jouer. Puis je trouve ça fort intéressant. Puis comme je te dis, moi, je suis un chercheur, mais je ne me sens pas vraiment à l'aise chez les chercheurs, je ne me sens pas vraiment à l'aise parce que je suis un peu entre les deux mondes. Hein. Dans une autre vie, j'ai fait des études en journalisme et j'ai été brièvement animateur de radio. Puis, c'est ça, tu sais, j'ai beaucoup de réflexions là-dessus. Puis ce livre-là m'a fait énormément réfléchir, puis ça va continuer. Puis je suis en train de. On va, en tout cas, si ça peut te faire un vlog, on va sûrement, dans nos prochaines publications, te citer comme un chercheur, comme un autre. Alors, c'est parce qu'il y a des... Dans ce livre-là, il faut le dire, là, il y a des découvertes. Là. Il y a des choses qui sont des découvertes qui sont intéressantes. Puis nous autres, de toute façon, on t'a déjà cité dans plusieurs de nos recherches, là, mais ce livre-là, ça va être une belle référence à l'avenir pour quiconque va vouloir faire des recherches sur le sujet, même si c'est une recherche journalistique. Je veux dire, la frontière, hein, souvent, puis c'est drôle parce que tu cites Merton dans ton livre, qui est un sociologue en passant. Comme quoi, des fois, il y en a qui font. Mais en fait, Merton, c'est intéressant que tu cites Merton parce que Merton avait fait des études sur le journalisme, justement. Tu sais. Et donc, la frontière entre la sociologie et le journalisme, hein, elle est quand même. On a le même objet d'étude, en fait. On a le même objet d'étude. C'est pas les méthodes qui sont les mêmes. D'autres, on est des chats de ruelle. Des chats de ruelle. Oui, c'est ça. Moi, ça dépend. Il y en a qui sont très théoriques. Moi, je
suis quand même un sociologue de terrain, tu sais, puis je travaille beaucoup avec des anthropologues, puis l'extrême droite, tu sais, nous autres, bien avant la pandémie, on l'a rencontré en face à face, là, tu sais. Donc, il y a toutes sortes de monde, mais je veux dire, ça se rapproche beaucoup ce que moi je fais, puis ce que mes collègues font au Sophir du journalisme d'enquête. Sur ce, mon cher, je vais te souhaiter une très bonne suite pour la promotion de ton bouquin. Félicite encore pour un excellent travail que tu as fait, une patience d'ange exemplaire pendant toute cette pandémie-là. Puis, voilà, écoute, j'ai l'impression qu'on clôt la pandémie avec les conspirations aujourd'hui. Espérons-le, c'est ça. On attendait que je sorte, la société attendait que je sorte mon livre. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais je veux dire, en fait, non, c'est que ça se calme quand même. Et puis, j'ai trouvé ça le fun de pouvoir faire avec toi aujourd'hui un bilan parce qu'on a quand même beaucoup communiqué pendant ce temps-là. Puis bon, je ne vais pas dire que je vais verser une petite larme, là, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'on va, justement, si ça s'arrange, puis c'est ça qu'on veut, dans le fond, on va peut-être moins communiquer à l'avenir, il y aura moins d'opportunités. On n'est pas à l'abri d'une autre crise. Moi, là-dessus, effectivement, je dois te quitter parce que j'avais un autre engagement dans Allez, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.